Avez-vous vu tout ce que vous désiriez voir dans le bureau » demanda White Mason quand nous sortîmes de la pièce fatale. « Pour l'instant, oui, » répondit l'inspecteur. Holmes se borna à un signe de tête affirmatif. « Peut-être voudriez-vous entendre maintenant les témoignages de quelques-uns des habitants du manoir ? Nous utiliserons la salle à manger, Ames. Veuillez entrer le premier et nous dire tout ce que vous savez. » Le récit du maître d'hôtel fut aussi simple que clair, et il produisit une impression convaincante de sincérité. Il avait été engagé 5 ans plus tôt, quand Mr. Douglas était arrivé à Birlstone. Mr. Douglas était un homme très riche, et comme il faut, qui avait fait fortune en Amérique. Il s'était montré un patron bon et généreux, pas tout à fait le genre de patron auquel Ames était habitué, mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas ? Il n'avait jamais remarqué chez Mr. Douglas des symptômes de frayeur. Au contraire, Mr. Douglas était l'homme le plus intrépide qu'il eût jamais connu. Il avait donné l'ordre que le pont fût relevé chaque soir afin de renouer avec une ancienne coutume de la vieille demeure, et il aimait observer les habitudes d'autrefois. Mr. Douglas se rendait rarement à Londres et ne quittait pas souvent le village. Pourtant, la veille du crime, il était allé faire des emplettes à Tunbridge Wells. Lui, Ames, avait noté le lendemain une certaine nervosité dans l'attitude de Mr. Douglas. De l'impatience, de l'irritation, ce qui était tout à fait exceptionnel. Ames n'était pas encore couché à l'heure du crime. Il était demeuré à l'office, au fond du manoir, pour boucler l'argenterie. C'était là qu'il avait entendu un violent coup de sonnette. Il n'avait pas entendu la détonation, mais comment aurait-il pu l'entendre, puisque l'office et les cuisines étaient séparés du bureau par plusieurs portes fermées et un long couloir. La violence du coup de sonnette avait fait sortir de chez elle la femme de chambre, et tous deux s'étaient dirigés ensemble vers les pièces du devant. Quand ils étaient arrivés au bas de l'escalier, Mrs. Douglas le descendait. Non, elle ne se hâtait pas. Il n'avait pas eu l'impression qu'elle était particulièrement agitée. Juste au moment où elle parvenait à la dernière marche, Mr. Barker s'était précipité hors du bureau. Il avait arrêté Mrs. Douglas et l'avait priée de remonter. « Pour l'amour de Dieu, rentrez dans votre chambre. Le pauvre Jack est mort. Vous ne pouvez rien faire. Au nom du ciel, retirez-vous !» Il avait dû insister auprès de Mrs. Douglas pour qu'elle consentît à regagner sa chambre. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas mené grand tapage. Mrs. Hallam, la femme de chambre, l'avait aidée à remonter et était restée auprès d'elle. Ames et Mr. Barker étaient entrés alors dans le bureau et ils n'avaient touché à rien avant l'arrivée de la police. La bougie n'était pas allumée à ce moment-là, mais la lampe l'était. Ils avaient regardé par la fenêtre, mais la nuit était très obscure et ils n'avaient rien vu ni entendu. Ils s'étaient alors précipités dans le vestibule où Ames avait tourné le treuil qui abaissait le pont-levis. Mr. Barker était parti à toutes jambes pour alerter la police. Tel fut, en substance, le témoignage du maître d'hôtel. La déposition de Mrs. Allen, la femme de chambre, corrobora complètement ce récit. Sa chambre était légèrement plus proche du devant de la maison que l'office où travaillait Ames. Elle se préparait à se mettre au lit quand elle avait entendu un violent coup de sonnette. Elle était un peu dure d'oreille. Peut-être était-ce la raison pour laquelle elle n'avait pas entendu la détonation. De toute façon, le bureau était loin. Elle se rappelait avoir entendu un bruit qu'elle avait pris pour une porte qui claquait. Mais c'était beaucoup plus tôt, au moins une demi-heure avant le coup de sonnette. Quand Mr. Ames avait couru vers les pièces du devant, elle l'avait accompagné. Elle avait vu Mr. Barker, très pâle, très surexcité, sortir du bureau. Il s'était précipité au-devant de Mrs. Douglas qui descendait l'escalier. Il l'avait suppliée de remonter et elle lui avait répondu quelque chose que Mrs. Allen n'avait pas compris. « Emmenez-la! Restez auprès d'elle !» lui avait ordonné Mr. Barker. Elle l'avait donc fait remonter dans sa chambre et elle avait essayé de la calmer. Mrs. Douglas, très nerveuse, tremblait de tous ses membres.
mais elle n'avait pas cherché à redescendre. Elle était demeurée assise, en robe de chambre, auprès du feu, la tête dans les mains. Mrs. Hallam ne l'avait pas quittée de la nuit. Quant aux autres domestiques, ils étaient tous couchés et ils ne furent alertés que très peu de temps avant l'arrivée de la police. Ils dormaient à d'autres extrémités de la maison. Il leur aurait été impossible d'entendre quoi que ce fût. Et voilà pour la femme de chambre qui ne put rien ajouter en réponse aux questions posées. Sinon, des lamentations et des exclamations de stupéfaction. Mr. Cecil Barker lui succéda. En ce qui concernait les événements de la nuit, il avait très peu de choses à ajouter à ce qu'il avait déjà dit au sergent Wilson. Personnellement, il était persuadé que le meurtrier s'était enfui par la fenêtre. Selon lui, la tache de sang ne permettait pas d'en douter. D'ailleurs, comme le bond était relevé, il n'avait pas d'autre moyen de s'échapper. Il ne pouvait pas s'expliquer comment l'assassin avait pu disparaître ou pourquoi il n'avait pas pris sa bicyclette, en admettant que ce fût la sienne. Il ne s'était certainement pas noyé dans la douve, puisqu'elle n'avait nulle part plus d'1 mètre de profondeur. Il professait sur le meurtre une opinion très précise. Douglas était peu communicatif. Il ne parlait jamais de certains chapitres de sa vie. Il avait émigré en Amérique, venant d'Irlande, alors qu'il était jeune homme. Il avait réussi, et Barker avait fait sa connaissance en Californie. Il s'était associé dans une concession minière qui avait été un grand succès et qui était située dans un endroit appelé Benito Canyon. Brusquement, Douglas avait vendu sa part et était parti pour l'Angleterre. À l'époque, il était veuf. Barker avait réalisé son argent un peu plus tard et il était venu vivre à Londres. Voilà comment ils avaient renoué leur relation d'amitié. Douglas lui avait donné l'impression qu'un danger planait au-dessus de sa tête, et Barker avait toujours pensé que son brusque départ de Californie, et aussi son installation dans cet endroit paisible de l'Angleterre, était en rapport avec ce danger. Il s'était imaginé qu'une société secrète, organisation implacable, s'acharnait sur les traces de Douglas et n'aurait de cesse avant qu'elle l'eût supprimé. Quelques remarques de son ami avaient fait germer cette idée dans sa tête. Bien que Douglas ne lui eût jamais dit quelle était cette société secrète, ni comment il s'en était fait une ennemie. Il supposait que l'inscription sur le carton se référait à cette société secrète. « Combien de temps êtes-vous resté avec Douglas en Californie » 5 ans environ. « Il était célibataire ?»« Veuf. »« Savez-vous d'où venait sa première femme ?» ?»« Non, je me rappelle l'avoir entendu dire qu'elle était d'origine suédoise, et j'ai vu son portrait. C'était une très belle femme. Elle mourut de la typhoïde au cours de l'année qui précéda notre rencontre. » « Vous ne situez pas son passé dans une région définie de l'Amérique ?» Il m'a parlé de Chicago. Il connaît bien cette ville, et il y avait travaillé. Il m'a également parlé des districts miniers de charbon et de fer. Il avait beaucoup voyagé. S'occupait-il de politique ? Cette société secrète avait-elle un but politique ? Non, la politique ne l'a jamais intéressé. Vous ne pensez pas qu'il pouvait s'agir d'une société criminelle ? Absolument pas. Je n'ai jamais connu d'homme plus droit, plus net. Sur sa vie en Californie, pouvez-vous nous donner des détails particuliers ? Il préférait rester dans notre concession, dans les montagnes. Il ne se rendait dans les endroits habités que lorsqu'il y était obligé. Voilà pourquoi j'avais pensé que quelqu'un le poursuivait. Quand il est parti si soudainement pour l'Europe, j'en ai eu, en quelque sorte, la confirmation. Je crois qu'il avait dû recevoir un avertissement. Moins d'1 semaine après son départ, une demi-douzaine d'hommes se sont présentés. Ils le recherchaient. Quel genre d'hommes ? Eh bien, des gens qui n'avaient pas l'air commodes. Ils sont montés à la concession et voulaient savoir où il était. Je leur ai répondu qu'il était parti pour l'Europe et que j'ignorais sa destination exacte. Ils ne lui voulaient pas du bien. C'était facile à voir. Ils étaient américains ? Californiens ? Californiens, je n'en sais rien. Mais américains sûrement. Ce n'étaient pas des mineurs. Je ne sais pas qui ils étaient,
mais j'ai été rudement content quand ils m'ont montré leur dos. Ça remonte à 6 ans, Presque 7. et vous aviez passé 5 ans ensemble en Californie? Cette affaire de société secrète remonterait donc à 11 ans au moins? En effet. Il faut qu'il s'agisse d'une haine bien tenace pour s'obstiner si longtemps. D'une haine qui ne doit pas avoir des mobiles insignifiants. Je pense qu'elle a assombri toute sa vie. Elle était sans cesse présente à son esprit. Mais, si un homme est menacé d'un danger, et il sait lequel, ne pensez-vous pas que normalement il se tourne vers la police pour être protégé? Peut-être s'agissait-il d'un danger contre lequel la police ne pouvait rien? Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Il ne sortait jamais sans arme. Il avait toujours son revolver dans sa poche. Par malchance, il était hier soir en robe de chambre et il avait laissé son revolver dans sa chambre. Quand le pont était relevé, il se croyait sans doute en sécurité. J'aimerais un peu plus de précision dans les dates. Il y a 6 bonnes années que Douglas a quitté la Californie. Vous l'avez imité l'année suivante, n'est-ce pas? En effet. Et il est marié depuis 5 ans. Vous êtes donc rentré en Angleterre à l'époque de son mariage? 1 mois avant. J'ai été son témoin. Connaissiez-vous Mrs. Douglas avant son mariage? Non, j'avais quitté l'Angleterre depuis 10 ans. Mais vous l'avez beaucoup vue depuis? Barker regarda le détective avec une grande fermeté. Je l'ai vu, lui, Beaucoup, depuis son mariage. Si je l'ai vue, elle, c'est parce qu'on ne peut pas séjourner chez un homme sans connaître sa femme. Si vous imaginez qu'il n'y a je ne sais quel lien... Je n'imagine rien, Mr. Barker. Je suis tenu de rechercher tout ce qui peut se rapporter à l'affaire. Mais je ne veux offenser personne. Il y a des recherches blessantes. Nous ne voulons que des faits. Il est de votre intérêt et de l'intérêt de tous qu'il soit clairement établi. Est-ce que Mr. Douglas a prouvé totalement votre amitié avec sa femme? Barker pâlit, et il serra convulsivement ses mains puissantes. Vous n'avez pas le droit de me poser des questions pareilles! En quoi celle-ci concerne-t-elle l'affaire sur laquelle vous enquêtez? Je dois répéter la question? Eh bien moi, je refuse d'y répondre! Vous pouvez refuser de répondre, mais vous devez vous rendre compte que ce refus constitue en lui-même une réponse. Car vous ne refuseriez pas de répondre si vous n'aviez pas quelque chose à cacher. Barker demeura immobile un moment, avec son visage tendu et ses gros sourcils noirs froncés. Puis il se détendit et nous regarda en souriant. Après tout, je vois, messieurs, que vous faites uniquement votre devoir, et que je n'y ai pas à m'y opposer. Je vous prierai seulement de ne pas tourmenter là-dessus Mrs. Douglas, car elle a suffisamment de chagrin en ce moment. Je peux vous dire que le pauvre Douglas était affligé d'un défaut. Un seul défaut, d'ailleurs. La jalousie. Il m'aimait beaucoup. Je n'ai jamais eu de meilleur ami. Et il était très attaché à sa femme. Il était content quand je venais ici. Il me réclamait quand je ne venais pas. Si, cependant, sa femme et moi parlions ensemble, ou si une autre forme de sympathie se manifestait entre nous, une vague de jalousie le submergeait, et il s'emportait jusqu'à me dire des choses effroyables. Plus d'une fois, j'ai juré que je ne remettrais plus jamais les pieds ici. Mais quand je le boudais, il m'écrivait des lettres si repentantes, si gentilles, que je ne pouvais plus lui en vouloir. Vous pouvez m'en croire, messieurs, et ce sera mon dernier mot. Nul n'a eu femme plus aimante, plus fidèle qu'elle, et non plus, j'ai le droit de le dire, ami plus loyal que moi. Il s'était exprimé avec force et une visible intensité de sentiment. Mais l'inspecteur MacDonald ne put pas s'empêcher de revenir sur le sujet. Vous savez que l'alliance de la victime a été retirée de son doigt? Vraisemblablement.
Que voulez-vous dire par « vraisemblablement » ? Vous savez bien que c'est un fait. Barker sembla embarrassé. Quand j'ai dit « vraisemblablement », je voulais dire qu'il était concevable que lui-même eût retiré son alliance. Le simple fait que l'alliance ait disparu, quel que soit celui qui l'a retirée, suggérerait à n'importe qui un rapport quelconque entre son mariage et le drame, n'est-ce pas ? Barker haussa ses larges épaules. Je ne me hasarderai pas à dire ce qu'il suggère. Mais si vous entendez insinuer par là qu'il compromet l'honneur de cette dame... Ses yeux étincelèrent et il eut besoin de toute son énergie pour maîtriser son émotion. Eh bien, vous faites fausse route, voilà tout. Je ne crois pas que j'ai pour l'instant autre chose à vous demander. Un petit détail, intervint Sherlock Holmes. Quand vous êtes entré dans le bureau, il n'y avait qu'une bougie allumée sur la table, n'est-ce pas ? Oui. C'est à la lueur de cette bougie que vous avez vu qu'un terrible événement s'était produit ? En effet. Vous avez aussitôt sonné pour donner l'alarme ? Oui. Et on est arrivé au bout de très peu de temps. Moins d'1 minute après, je pense. Et cependant, quand les gens sont arrivés, ils ont trouvé la bougie éteinte et la lampe allumée. N'est-ce pas étonnant ? À nouveau, Barker manifesta quelque embarras. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant, Mr. Holmes. La bougie éclairait mal. Ma première pensée fut une meilleure lumière. La lampe était sur la table, je l'ai allumée. Et vous avez éteint la bougie ? Oui. Holmes ne posa pas d'autres questions. Et Barker, sur un dernier regard très ferme à chacun de nous, un regard de défi, sembla-t-il, quitta la pièce. L'inspecteur MacDonald avait fait parvenir un billet à Mrs. Douglas pour l'avertir qu'il la verrait dans sa chambre. Mais elle avait répondu qu'elle descendait dans la salle à manger. Elle entra à son tour. C'était une grande et belle femme de 30 ans, réservée et remarquablement maîtresse de ses nerfs, très différente de la silhouette tragique et effondrée à laquelle je m'attendais. Certes, elle avait le visage pâli et tiré d'une personne qui a subi un grand choc. Mais elle était calme, et sa main délicate, qui reposait sur le bord de la table, ne tremblait pas plus que la mienne. Ses yeux tristes nous dévisagèrent l'un après l'autre, avec une expression curieusement interrogative. Puis, ce regard inquisiteur fit place tout à coup à une question brusque. « Avez-vous enfin découvert quelque chose ?» Fût-ce un effet de mon imagination, il me sembla que la peur, plutôt que l'espoir, avait inspiré le ton. « Nous avons pris toutes les mesures nécessaires, Mrs. Douglas. Vous pouvez être sûr que rien ne sera négligé. » « N'épargnez pas l'argent. Je désire que le maximum soit fait. » « Peut-être pourrez-vous projeter un peu de lumière sur l'affaire ?»« Je crains que non. Mais je suis à votre disposition. » « Nous avons entendu Mr. Cecil Barker nous dire que vous ne vous êtes pas rendu dans le bureau où le drame venait de se dérouler. »« Non, il m'a fait remonter l'escalier. Il m'a prié de regagner ma chambre. »« Ah, c'est cela. Vous aviez entendu la détonation et vous êtes descendu aussitôt ?»« J'ai passé ma robe de chambre et je suis descendu. »« Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez entendu la détonation et celui où vous avez été arrêté au bas de l'escalier par Mr. Barker ?»« 2 minutes, peut-être. Il est difficile de calculer le temps dans des moments pareils. Il m'a supplié de ne pas entrer. Il m'a assuré que je ne pouvais plus rien faire. Puis, Mrs. Allen, la femme de chambre, m'a fait remonter l'escalier. Tout cela s'est passé comme dans un rêve épouvantable. » « Pouvez-vous nous donner une idée du temps qui s'est écoulé entre le moment où votre mari est descendu et celui où vous avez entendu la détonation ?»« Non. Il venait de son cabinet de toilette et je ne l'ai pas entendu descendre. Il faisait le tour de la maison tous les soirs
car il avait peur de l'incendie. C'est la seule peur que je lui ai connue. Voilà justement le point où je voulais en arriver, Mrs. Douglas. Vous avez connu votre mari en Angleterre, n'est-ce pas? Oui, nous nous étions mariés il y a 5 ans. L'avez-vous jamais entendu parler de quelque chose qui aurait eu lieu en Amérique et qui aurait pu entraîner la menace d'un danger? Mrs. Douglas réfléchit sérieusement avant de répondre. Oui, j'ai toujours eu l'intuition qu'un danger le menaçait. Il refusait d'en discuter avec moi. Ce n'était pas par manque de confiance. Entre nous, l'amour était aussi total que la confiance. Mais il tenait essentiellement à m'épargner toute appréhension. Il pensait que, si j'étais au courant, je m'inquiéterais. Voilà la raison de son silence. Comment le saviez-vous, dans ce cas? La figure de Mrs. Douglas s'éclaira d'un sourire. Un mari peut-il conserver toute sa vie un secret qu'une femme aimante ne pourrait pas soupçonner? Je connaissais l'existence de ce secret par divers indices. Je le connaissais parce qu'il refusait de me parler de certains épisodes de sa vie en Amérique. Je le connaissais par différentes précautions qu'il prenait. Je le connaissais par des mots qui lui échappaient. Je le connaissais par la manière dont il regardait des étrangers qui survenaient à l'improviste. J'étais parfaitement sûr qu'il avait quelque ennemi puissant, qu'il croyait sur sa piste et contre lesquels il se tenait toujours sur ses gardes. J'en étais si sûr que depuis des années, j'avais très peur quand il rentrait plus tard que prévu. Puis-je vous demander quels furent les mots qui éveillèrent votre attention? La vallée de la peur. C'est une expression qu'il avait employée quand je l'avais questionné. Je suis allé dans la vallée de la peur. Je n'en suis pas encore sorti. Quand je le voyais plus grave que de coutume, je lui demandais « Ne sortirons-nous jamais de cette vallée de la peur ?» Et il me répondait « Parfois, je pense que nous n'en sortirons jamais. » Naturellement, vous lui avez demandé ce qu'il voulait dire par ces mots, la vallée de la peur? Oui, mais alors il s'assombrissait et secouait la tête. Il est déjà assez mauvais que l'un de nous se soit trouvé sous son ombre, me répliquait-il. Plaise à Dieu qu'elle ne s'étende jamais sur vous. C'était une véritable vallée où il avait vécu et où un événement terrible le concernant s'était produit. De cela, je suis certaine. Mais je ne peux pas vous en dire davantage. Et il n'a pas cité de nom? Si, il y a 3 ans. Il y a eu un accident de chasse et la fièvre l'a fait délirer. Je me rappelle un nom qui sortait continuellement de sa bouche. Un nom qu'il prononçait avec colère et aussi, m'a-t-il semblé, avec horreur. Ce nom était McGinty, le chef de corps McGinty. Quand il s'est rétabli, je lui ai demandé qui était ce chef de corps McGinty et de quel corps il était le chef. Il ne l'a jamais été du mien, Dieu merci, m'a-t-il répondu en riant. Mais un lien existe entre le chef de corps McGinty et la vallée de la peur. Un autre détail maintenant, dit l'inspecteur MacDonald. Vous avez rencontré Mr. Douglas dans une pension de famille de Londres, n'est-ce pas? Et vous vous êtes fiancés dans la capitale. Ce mariage comportait-il un élément secret ou mystérieux? Un élément romanesque? Du romanesque? Il y en a eu. Il y a toujours du romanesque. Il n'y a rien eu de mystérieux. Avait-il un rival? Non, j'étais entièrement libre. Vous avez appris, naturellement, l'enlèvement de son alliance. Ce fait vous suggère-t-il un indice quelconque? En supposant que l'un de ses anciens adversaires l'ait pisté jusqu'ici et ait commis le crime, à quel motif aurait-il obéi en lui retirant son alliance? Pendant un instant, j'aurais juré avoir vu l'ombre d'un sourire flotter autour des lèvres de Mrs. Douglas. Je n'en sais rigoureusement rien,
C'est tout à fait extraordinaire. Eh bien, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. Et nous regrettons vivement de vous avoir infligé cet ennui à un moment pareil. Sans doute reste-t-il encore différents points à examiner, mais nous pourrons toujours faire appel à vous, le cas échéant. Elle se leva, et je surpris encore une fois le regard interrogateur qu'elle porta sur notre groupe. « Quelle impression vous a fait ma déposition ?» Elle aurait pu aussi bien le demander à haute voix. Puis elle quitta la salle à manger. Une belle femme, une très belle femme, murmura pensivement MacDonald dès la porte refermée. Ce Barker a vécu longtemps ici. C'est un homme qui plaît aux femmes. Il a admis que Douglas était jaloux. Peut-être sa jalousie n'était-elle pas dépourvue de fondement. Et puis, il y a cette alliance. Nous ne pouvons pas négliger cela. L'homme qui arrache un cadavre à son alliance. Qu'en pensez-vous, Mr. Holmes? Mon ami était assis, la tête reposant sur ses mains, perdu dans ses pensées. Il se leva et sonna. « Ames !» dit-il quand entra le maître d'hôtel. « Où est maintenant Mr. Cecil Barker ?»« Je vais voir, monsieur. » Il revint quelques instants plus tard pour annoncer que Mr. Barker était dans le jardin. « Pouvez-vous vous rappeler, Ames, comment était chaussé Mr. Barker la nuit dernière quand vous l'avez retrouvé dans le bureau ?»« Oui, monsieur Holmes. Il avait des pantoufles. Je lui ai apporté des souliers quand il est parti pour aller prévenir la police. »« Où sont ces pantoufles maintenant ?»« Elles sont encore sous la chaise du vestibule. »« Très bien, Ames. Il est, vous comprenez, très important pour nous de pouvoir distinguer entre les traces qu'a pu laisser Mr. Barker et celles de quelqu'un de l'extérieur. »« Oui, monsieur. Je puis vous dire que j'avais remarqué qu'elles étaient déjà tachées de sang. Mais les miennes aussi. » C'est bien normal, étant donné l'état du bureau. Très bien, Ames. Nous sonnerons si nous avons besoin de vous. Quelques minutes plus tard, nous étions de retour dans le bureau. Holmes avait ramassé les pantoufles dans le vestibule. Comme Ames l'avait déclaré, elles étaient rouges de sang. « Ah, bizarre, » murmura Holmes en se tenant devant la fenêtre pour les examiner attentivement. Très bizarre, en vérité. Il se baissa avec un geste souple de félin et plaça la pantoufle sur la tache de sang de l'appui. Elle correspondait exactement. Il sourit en regardant ses collègues. L'inspecteur fut bouleversé, surexcité. « Mon cher, il n'y a aucun doute. Barker a placé lui-même une empreinte sur la fenêtre. Elle est nettement plus large qu'une empreinte ordinaire. Je me rappelle que vous avez dit que c'était un pied plat. Voilà l'explication. Mais quel jeu joue-t-il, Mr. Holmes? Quel jeu joue-t-il? Eh oui, quel jeu joue-t-il? White Mason émit un petit rire et se frotta les mains avec une satisfaction toute professionnelle. Ah, je vous avais prévenu. Du fil à retordre et un drôle de fil, celui-là.